Bienvenue dans un documentaire sur les crimes réels, où nous explorons certaines des affaires criminelles les plus intrigantes et les plus effrayantes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous vous emmenons au Texas en novembre 2005, où le meurtre choquant d'une épouse bien-aimée et membre actif de la communauté a révélé un réseau enchevêtré de tromperies et de double vie. C'est l'histoire d'une femme dont la vie a été tragiquement écourtée après avoir découvert les sombres secrets de son mari. C'était une femme de 38 ans vivant à Galveston, au Texas. Connue pour sa gentillesse et sa compassion, elle avait un penchant particulier pour les reptiles et travaillait comme conservatrice dans un sanctuaire animalier local, où elle s'occupait d'une variété de serpents. Sa collection comprenait des pythons, des boas et même un cobra royal rare. Le jardinage était une autre de ses passions, et elle passait une grande partie de son temps libre à s'occuper de ses plantes et de ses fleurs. Elle a étudié les sciences environnementales à l'Université de Houston. C'est là qu'elle a rencontré son futur mari, et ils se sont mariés peu de temps après qu'elle ait obtenu son diplôme. Ils ont emménagé dans une charmante maison avec une grande cour arrière, idéale pour son jardin, et ais enclos à serpents. Elle était proche de sa famille, en particulier de sa sœur cadette, qui enseignait à Dallas. Très impliquée dans sa communauté, elle s'est portée volontaire au Centre local de sauvetage des animaux et a joué un rôle actif dans l'organisation d'événements caritatifs. Elle était membre de la Galveston Horticultural Society et partageait souvent son expertise en jardinage avec ses amis et ses voisins. Elle était connue pour être une personne toujours prête à aider, pleine de vie et profondément appréciée de son entourage. En novembre 2005, sa vie prend un tournant soudain et dramatique. Elle découvre que son mari est secrètement marié à une autre femme qu'elle connaît comme étant son médecin de famille. Cette révélation la laisse sous le choc. Elle se confie à un ami proche et collègue qui partage sa passion pour les reptiles. Il s'inquiète pour sa sécurité et lui conseille d'être prudente. Déterminée à découvrir la vérité, elle a confronté son mari à propos de sa bigamie. Malgré le stress émotionnel, elle a continué à vaquer à ses occupations quotidiennes, continuant son travail dans la réserve naturelle et s'occupant de son jardin. Elle a même participé à une foire locale, où elle a organisé une exposition de reptiles et a apprécié de voir l'étonnement sur les visages des enfants. Au cours de cette période, elle a également découvert qu'elle était enceinte, ce qui a ajouté à son trouble émotionnel, mais elle a gardé espoir quant à l'avenir. Elle a prévu de rendre visite à sa sœur à Dallas pour discuter de sa situation et demander conseil. Malheureusement, elle n'a jamais eu la chance de mettre ses projets à exécution. Sa vie a été brutalement interrompue avant qu'elle ait pu trouver une solution au chaos provoqué par la trahison de son mari. Le matin du 14 novembre 2005, Galveston était enveloppé de nuages noirs, laissant présager une tempête imminente. Vers 7h30 du matin, sa voisine, qui se promenait le matin, a remarqué quelque chose d'inhabituel. Elle la voyait habituellement s'occuper de son jardin à cette heure-là, mais ce jour-là, l'arrière-cour était étrangement calme. Se sentant mal à l'aise, elle a décidé d'aller voir comment elle allait. Alors qu'elle s'approchait de la clôture du jardin, elle l'aperçut allongée, immobile, près de ses rosiers préférés. Instinctivement, elle sentit que quelque chose n'allait pas du tout et l'appela. Mais elle ne reçut aucune réponse. De plus en plus alarmée, elle ouvrit le portail et se précipita à ses côtés. La vue était horrible. Elle était allongée face contre terre dans une mare de sang, après avoir été sauvagement battue, avec un outil de jardinage taché de sang à proximité. La panique s'installa alors qu'elle attrapa rapidement son téléphone et composa le 911, ses mains tremblantes alors qu'elle parlait à l'opératrice. Les secours sont arrivés quelques minutes plus tard. Les ambulanciers ont confirmé son décès. La voisine, encore sous le choc, a été priée de s'asseoir et d'essayer de rester calme. Elle avait du mal à comprendre ce qu'elle venait d'observer. Bientôt, le quartier a été envahi de voitures de police et des résidents curieux ont regardé par leurs fenêtres, essayant de comprendre ce qui s'était passé. La nouvelle de sa mort s'est rapidement répandue, laissant la communauté de Galveston sous le choc et l'incrédulité. La perte d'un membre aussi cher de la communauté a été profondément ressentie, et la police était déterminée à trouver la personne responsable de ce crime odieux. Le 14 novembre 2005, vers 7h45,
La police se présente à son domicile. Le ciel reste couvert et la menace de pluie plane. Les enquêteurs savent que le temps presse. L'un d'eux, connu pour son instinct aiguisé et son attitude calme, prend les choses en main. Son partenaire, méticuleux et minutieux, veille à ce que chaque élément de preuve soit soigneusement préservé. L'arrière-cour, autrefois un jardin paisible, s'est transformé en scène de crime. Du sang éclabousse l'herbe et le patio, et une jardinière renversée gît à côté du corps de la victime. Les enquêteurs ont immédiatement remarqué l'outil de jardinage à côté d'elle. Il était trempé de sang et semblait être l'arme du crime. Son corps portait les marques d'une lutte brutale, avec de multiples blessures à la tête et au haut du corps. La scène chaotique, avec des pots de fleurs brisés et des outils de jardinage éparpillés, témoignait d'une attaque féroce. Les experts légistes sont arrivés peu après les enquêteurs et ont méthodiquement recueilli des preuves, notamment l'outil taché de sang, des échantillons de sang et d'éventuelles preuves ADN. Des photos ont été prises sous tous les angles imaginables pour s'assurer que rien n'était oublié. L'unité de scène de crime a également recherché des empreintes digitales sur l'outil et les surfaces environnantes. Les enquêteurs ont commencé leur enquête en interrogeant la voisine qui avait découvert le corps de la victime. Encore sous le choc, elle a fourni un récit détaillé et cohérent de sa découverte. Elle a raconté comment elle avait trouvé la victime allongée face contre terre dans le jardin et avait immédiatement appelé les secours. Sa déclaration a aidé les enquêteurs à reconstituer la chronologie initiale. Au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête, les enquêteurs ont passé le quartier au peigne fin, interrogeant d'autres résidents sur toute activité inhabituelle ce matin-là. Certains voisins ont mentionné avoir entendu une violente dispute tard dans la nuit précédente, mais personne n'avait vu quelqu'un entrer ou sortir de la propriété. À l'intérieur de la maison, les enquêteurs ont cherché d'autres indices. Ils ont cherché des signes d'effraction, mais n'en ont trouvé aucun, ce qui suggère que la victime connaissait peut-être son agresseur. Ils ont également vérifié s'il y avait des objets personnels manquants ou dérangés. Son sac à main et son téléphone étaient toujours dans la maison, ce qui exclut le volume comme motif. Les enquêteurs savaient qu'ils devaient agir vite. Les preuves suggéraient un mobile personnel et ils étaient déterminés à trouver l'auteur de ce crime brutal. Ils ont examiné les preuves rassemblées et se sont préparés à interroger les personnes les plus proches de la victime, à commencer par son mari. Le principal suspect du meurtre était son mari. À 36 ans, il semblait mener une vie parfaite. Il était un planificateur financier prospère à Galveston et était admiré pour son charme et sa beauté. Mais il cachait un sombre secret. Non seulement il était marié avec elle, mais il était aussi secrètement marié à une autre femme de Houston. Elle avait découvert ce secret quelques jours avant son meurtre, ce qui avait mis leur mariage à rude épreuve. Encore plus choquant et inconnu des deux épouses était sa carrière secrète d'acteur de film pour adultes sous un pseudonyme. Les détectives l'ont amené pour l'interroger le jour même où son corps a été découvert. Il a gardé une attitude calme et sereine, mais les détectives étaient déterminés à découvrir la vérité. « Jake, peux-tu nous dire où tu étais la nuit dernière? »« J'étais à Houston pour affaires. J'ai séjourné dans un hôtel, vous pouvez le vérifier. »« Est-ce qu'Anna savait pour ton autre femme? »« Oui, elle l'a découvert récemment. Ça a été difficile, mais je ne lui ferai jamais de mal. » Les détectives ont vérifié l'alibi de Jake. Il a affirmé avoir séjourné au Hyatt Regency du centre-ville de Houston et les registres ont confirmé qu'il s'était enregistré. Cependant, la chronologie a éveillé les soupçons. Jake aurait pu retourner à Galveston, commettre le crime et retourner à Houston. Malgré son attitude calme et son alibi apparemment solide, la double vie de Jake constituait un motif convaincant. La découverte d'Anna avait menacé de le démasquer, et il avait beaucoup à perdre. Les enquêteurs furent déstabilisés par le calme de Jake. Ils avaient l'impression qu'il avait répété ses réponses. Ils continuèrent à lui demander où il se trouvait, sa relation avec Anna et sa vie secrète. Jake maintint son innocence, affirmant qu'il aimait Anna et ne lui ferait jamais de mal. Cependant, les enquêteurs savaient qu'ils avaient besoin de preuves plus concrètes pour prouver sa culpabilité. Jake fut libéré, mais maintenu sous étroite surveillance. Les enquêteurs Carter et Mitchell approfondirent ses antécédents, espérant trouver quelque chose qui le relierait au crime. Ils interrogèrent ses collègues, examinèrent ses dossiers financiers
et parlèrent même avec sa seconde femme, Laura, qui fut tout aussi choquée par les révélations. Les accusations contre Jake se constituaient de plus en plus nombreuses, mais les enquêteurs avaient besoin d'une preuve irréfutable. Ils espéraient que la poursuite de l'enquête permettrait de découvrir les preuves cruciales nécessaires pour rendre justice à Anna. Le deuxième suspect du meurtre d'Anna Hale était Laura Bingham. L'autre épouse de Jake, Laura, une pédiatre de 32 ans, était connue pour son dévouement envers ses jeunes patients dans une clinique de Houston. Compatissante, travailleuse et respectée dans son domaine, elle ignorait qu'elle faisait partie de la double vie secrète de Jake. Lorsque les détectives Carter et Mitchell contactèrent Laura le 16 novembre 2005, elle apprit le meurtre d'Anna et la tromperie de Jake. Elle n'avait aucune idée que Jake était marié à une autre femme. Les détectives se rendirent à Houston pour rencontrer Laura à sa clinique. Laura accueillit les détectives avec un air pâle et affligé. Son choc sincère et sa coopération montrèrent clairement qu'elle était tout autant victime de la tromperie de Jake qu'Anna. Laura fournit aux détectives l'emploi du temps récent de Jake et des détails sur son comportement au cours des dernières semaines. Malgré son choc et sa tristesse, Laura resta calme. Elle raconta la dernière fois qu'elle avait vu Jake le soir du 13 novembre, lorsqu'il avait quitté leur domicile, affirmant qu'il était en voyage d'affaires à Houston. Laura n'avait aucune raison de douter de lui à l'époque, mais maintenant elle se sentait profondément trahie. Les détectives ont demandé à Laura si elle avait des raisons de croire que Jake aurait pu faire du mal à Anna. « Non, je n'aurais jamais imaginé qu'il soit capable d'une chose pareille, » a répondu Laura. « Il a toujours été si attentionné et attentionné, mais maintenant, je ne sais pas quoi penser. » Après l'entretien, les détectives Carter et Mitchell ont examiné les déclarations et l'alibi de Laura. Ils ont confirmé qu'elle était effectivement au travail la nuit où Anna a été assassinée, ce qui rendait impossible qu'elle ait commis le crime. Cependant, son témoignage a fourni des informations précieuses sur le caractère de Jake et ses motivations potentielles. Le chagrin et la colère de Laura face à la trahison de Jake étaient évidents. Elle a pleinement coopéré à l'enquête, désireuse de voir justice rendue pour Anna. Les détectives l'ont remerciée pour sa coopération et ont promis de la tenir informée de l'avancement de l'affaire. Laura étant disculpée, l'attention se reporta sur Jake. Les détectives avaient le sentiment de se rapprocher de la vérité, mais ils avaient besoin de davantage de preuves pour étayer leur dossier. Ils espéraient qu'une enquête plus approfondie révélerait les dernières pièces du puzzle. Le 19 novembre 2005, 5 jours après le meurtre d'Anna Hale, de nouvelles preuves apparurent. Le temps était clair ce matin-là avec une légère brise, offrant un changement bienvenu par rapport à la morosité récente. Vers 9 heures du matin, le détective Carter reçut un appel d'un propriétaire de prêteur sur gage local, Harold Dominguez. Harold rapporta avoir trouvé dans sa boutique un bracelet en or portant les initiales d'Anna. Les détectives Carter et Mitchell se sont rapidement rendus au Dominguez Pawn Shop, situé sur Elm Street, un quartier commerçant populaire de Galveston. La boutique était petite, mais remplie d'articles divers, allant des instruments vintage aux bijoux anciens. Harold a remis le bracelet au détective Carter, expliquant qu'un homme avait essayé de le vendre 2 jours plus tôt. Les détectives ont examiné le bracelet et l'ont immédiatement reconnu comme étant celui qu'Anna portait souvent. Harold a décrit l'homme, qui correspondait à la description de l'ami proche et collègue d'Anna, Ben Larson. Les détectives savaient qu'ils avaient quelque chose d'important. Harold a apporté le bracelet au commissariat de police pour une analyse plus approfondie. Une fois sur place, les experts légistes ont confirmé que le bracelet appartenait à Anna. Ils ont également trouvé des empreintes digitales qui correspondaient à celles de Ben. Les enquêteurs ont estimé qu'ils se rapprochaient de la résolution de l'affaire. Plus tard dans la journée, ils ont visionné les images de surveillance des commerces situés à proximité du prêteur sur gage. Les images montraient clairement Ben entrant dans le magasin, portant une casquette de baseball et des lunettes de soleil. Ces preuves ont permis d'établir un lien crucial entre Ben et le bracelet volé. Les détectives Carter et Mitchell ont discuté des prochaines étapes. Ils ont décidé d'interroger Ben. Les nouvelles preuves étaient convaincantes
et ils espéraient qu'elle pousserait Ben à avouer. Le troisième suspect dans le meurtre d'Anna Hale était Ben Langston, un ami proche et collègue d'Anna âgé de 51 ans dans la communauté de conservation des reptiles. Ben était connu pour sa profonde passion pour les reptiles et son amour non réciproque pour Anna. Il avait des antécédents d'instabilité mentale et d'explosion de violence occasionnelle, ce qui en faisait une personne d'intérêt pour les détectives. Le 20 novembre 2005, le lendemain de la découverte de nouvelles preuves contre Jake, les détectives Carter et Mitchell décidèrent d'interroger Ben chez lui. Le temps était clair, avec quelques nuages typiques d'un matin d'automne au Texas. Ben vivait dans une maison modeste remplie de terrariums et de souvenirs liés aux reptiles. À leur arrivée, les détectives remarquèrent le comportement nerveux de Ben. C'était un homme grand et mince, avec des lunettes, qui semblait anxieux lorsqu'il les invita dans son salon. Ben et Anna étaient étroitement liés par leur amour mutuel pour les reptiles. Ils avaient passé beaucoup de temps ensemble lors d'événements et de spectacles de conservation, bien connus dans leur communauté. Ben a admis aux enquêteurs qu'il était au courant des problèmes conjugaux entre Anna et Jake. Anna lui avait confié l'autre femme de Jake, C.E. qui l'avait profondément bouleversée et incertaine quant à son avenir. Cette information a donné aux enquêteurs un aperçu du mobile potentiel de Ben, car ses sentiments non réciproques pour Anna auraient pu le pousser à des actions désespérées. Alors que les enquêteurs continuaient leur interrogatoire, l'agitation de Ben grandissait. Sa colère profonde envers Jake pour avoir blessé Anna était évidente, mais il insistait sur le fait qu'il ne lui ferait jamais de mal. Malgré ses dénégations, l'histoire instable de Ben et ses sentiments intenses pour Anna faisaient de lui un suspect. L'alibi de Ben pour la nuit du meurtre était faible. Il prétendait avoir été seul à la maison pour s'occuper de ses reptiles. Mais aucun témoin ne corroborait son récit. Les enquêteurs ont observé la détresse croissante de Ben alors qu'il exprimait ses regrets de ne pas avoir pu protéger Anna et sa tristesse face à leur relation insatisfaite. Une enquête plus approfondie sur les activités de Ben a révélé qu'il s'était rendu dans le jardin d'Anna le lendemain du meurtre. Il avait prétendu que cette visite avait pour but de vérifier l'état de ces reptiles, mais le moment choisi a éveillé les soupçons. Des voisins ont rapporté avoir vu la voiture de Ben partir tard le soir du meurtre et revenir tôt le lendemain matin, ce qui contredit ses déclarations selon lesquelles il était chez lui. Les détectives ont également découvert les antécédents médicaux de Ben, qui comprenaient un traitement pour dépression et des problèmes de gestion de la colère. Son passé troublé, combiné à ses sentiments intenses pour Anna, dressait le portrait d'un homme qui pourrait potentiellement commettre un crime passionnel. Malgré l'état émotionnel de Ben et son comportement suspect, les détectives avaient besoin de preuves plus solides pour déterminer son implication dans le meurtre d'Anna. Ils ont continué à le surveiller de près, tout en recueillant des indices supplémentaires pour l'impliquer ou l'innocenter dans l'affaire. Le 22 novembre 2005, les enquêteurs Carter et Mitchell ont découvert des preuves cruciales dans l'affaire du meurtre d'Anna Hale. Le temps était couvert et humide ce matin-là, comme à Galveston à la fin de l'automne. Les enquêteurs avaient passé leur temps à rassembler des indices pour identifier le meurtrier. Les nouvelles preuves provenaient d'une source inattendue. Les images de la caméra de sécurité d'un voisin. La caméra installée pour surveiller le jardin du voisin avait filmé une partie du jardin d'Anna la nuit du meurtre. Les images montraient Jake Hale entrant dans le jardin avec un outil de jardinage. Quelques instants plus tard, on le voyait repartir avec du sang sur ses vêtements. Les détectives Carter et Mitchell ont visionné les images et ont su qu'ils avaient C.E. qu'il leur fallait. La vidéo montrait clairement Jake sur la scène du crime avec l'arme du crime. Les détectives se préparaient à l'arrestation de Jake, sachant que C.E. serait une étape cruciale pour rendre justice à Anna. À 15 heures, sous un ciel nuageux, les détectives sont arrivés au bureau de Jake. Il était en réunion avec des clients discutant de plans financiers. Les détectives attendèrent dans le hall, l'observant à travers les parois vitrées. Jake semblait confiant et calme, complètement inconscient de la tempête qui était sur le point de s'abattre sur lui. Lorsque les détectives entrèrent dans la pièce et annoncèrent son arrestation, la réaction de Jake fut un mélange de choc et de colère. Il protesta avec véhémence, insistant sur son innocence. Les détectives le menottèrent et lui lurent ses droits sous les yeux de ses collègues, stupéfaits. La façade calme de Jake s'était enfin fissurée.
Jake a été emmené au commissariat de police de Galveston pour y être arrêté. Pendant l'interrogatoire, il a continué à nier toute implication dans le meurtre d'Anna. Cependant, les preuves contre lui étaient accablantes. Les empreintes digitales, ainsi que les images de sécurité, ont dressé un tableau accablant de la culpabilité de Jake. Alors que Jake attendait son procès, la communauté a dû faire face à ces révélations choquantes. Anna était un membre apprécié de la communauté et son meurtre a laissé un vide dans de nombreuses vies. L'arrestation de son mari, un homme qui semblait si charmant et digne de confiance, a été un rappel brutal des ténèbres cachées qui peuvent se cacher sous la surface. Le procès de Jake Hale pour le meurtre de sa femme, Anna Hale, a commencé le 10 janvier 2006. Le palais de justice de Galveston a été très médiatisé, attirant des journalistes de divers médias. La salle d'audience était remplie de membres de la famille d'Anna, d'amis et de curieux, tous impatients de voir la justice rendue. L'accusation était menée par Sarah Chambers, une avocate chevronnée connue pour sa quête incessante de justice. Chambers a présenté un dossier solide en commençant par des preuves choquantes. Les images de sécurité montrant Jake avec l'outil de jardinage, les vêtements tachés de sang et le bracelet mis en gage avec les initiales d'Anna. Elle a fait valoir que le motif de Jake était de faire taire Anna après qu'elle ait découvert sa double vie et menacé de le dénoncer. L'avocat de la défense, John Delaney, était un avocat chevronné, réputé pour défendre des affaires difficiles. Delaney a soutenu que Jake était innocent, affirmant que les preuves étaient circonstancielles et que Jake aimait profondément Anna. Il a suggéré que quelqu'un d'autre, peut-être Ben Langston, aurait pu commettre le crime par jalousie et par colère. Tout au long du procès, la famille d'Anna a regardé avec un mélange d'espoir et de chagrin. Ses parents, assis au premier rang, se serraient fermement la main tandis que sa sœur essuyait ses larmes. Les témoignages des amis et collègues d'Anna ont dressé le portrait d'une femme gentille et aimante dont la vie a été tragiquement écourtée. Le 24 janvier, après des semaines de témoignages et 3 jours de délibération, le jury a rendu son verdict. La salle d'audience est restée silencieuse pendant que le président du tribunal lisait la décision. Jake Hale a été reconnu coupable de meurtre au premier degré. Des halètements et des murmures ont rempli la salle, suivis de larmes et d'embrassades de la part de la famille d'Anna. Jake a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le frère d'Anna s'est adressé au tribunal, soulignant la gravité de la trahison de Jake et l'impact profond qu'elle a eu sur sa famille et la communauté. Jake a montré peu d'émotion alors qu'il était emmené menotté, son attitude autrefois confiante étant désormais remplacée par un regard vide. Le verdict et la condamnation ont apporté un sentiment de justice à la famille et aux amis d'Anna. Même si la douleur de la perte de Jake ne s'est jamais complètement estompée, ils ont trouvé un certain réconfort dans le fait de savoir que Jake paierait pour son crime. La communauté a également ressenti un certain soulagement à la fin du procès qui marquait la fin d'un sombre chapitre. Après la condamnation de Jake Hale à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, les personnes impliquées dans l'affaire d'Anna Hale ont lentement commencé à avancer. Le procès, qui s'est terminé en janvier 2006, a laissé un impact durable sur tout le monde. La famille d'Anna a eu du mal à faire face à sa perte. SU's parents ont trouvé un peu de réconfort dans leur communauté et dans le soutien de leurs amis. Ils ont créé un fonds de bourse d'études au nom d'Anna à l'Université de Houston, dans l'espoir d'aider les écologistes en herbe à suivre ses traces. Laura Bingham, la deuxième femme de Jake, a dû faire face à un autre type de défi. Choquée et le cœur brisé par la trahison et les crimes de Jake, elle a décidé de quitter Galveston et de retourner dans sa ville natale de San Antonio, au Texas. Ben Langston, ami proche et collègue d'Anna, a beaucoup souffert de sa mort et de sa brève suspicion en tant que suspect. Après le procès, Ben a suivi une thérapie pour faire face à son chagrin et à ses problèmes de santé mentale. Ben a également continué à prendre soin des reptiles d'Anna, veillant à ce que son héritage perdure à travers leur bien-être. Jake Hale, qui purge actuellement sa peine de prison à vie, est resté largement silencieux. Sa double vie et les conséquences tragiques de ses actes ont fait l'objet de discussions constantes entre ses codétenus et le personnel pénitentiaire. Sa chute a servi d'avertissement quant au pouvoir destructeur des secrets et des mensonges.
La mort tragique d'Anna Hale a eu un impact profond sur toutes les personnes impliquées. Si justice a été rendue, la douleur de sa perte a persisté. Les efforts déployés par la communauté pour honorer sa mémoire et se soutenir mutuellement ont mis en évidence la résilience et la force qui ont émergé au lendemain d'un événement aussi dévastateur. La vie d'Anna Hale a été tragiquement écourtée par la tromperie et le désespoir de ceux en qui elle avait le plus confiance. Son histoire nous rappelle brutalement la fragilité de la confiance et les conséquences dévastatrices de la trahison. Merci de nous avoir rejoints dans cet épisode de True Crime Documentary. Jusqu'à la prochaine fois, restez vigilants et en sécurité.